Une petite question avant de passer à la dernière chronique sur Éric Zemmour. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, Marc Menant, de voir que la salle d'Éric Zemmour avait été annulée à Londres 48 heures avant de commencer sa chronique? Votre réaction comme ça, Charlotte aussi? Ça va devenir obsessionnel, mais on voit bien qu'on est dans un monde totalement déstructuré où on n'a plus le droit de penser. C'est-à-dire qu'un homme qui aujourd'hui n'est pas considéré comme politique, qui est un essayiste, qui vient de sortir un ouvrage... Oui, il est assez politique quand même. Non mais d'accord, mais on l'invite en l'occurrence, par rapport à son ouvrage, par rapport à son analyse de journaliste politique, tout est signé, et puis pof, il y a la pression du bon courant de pensée, du courant établi, Charlotte. et on lui dit, vous n'avez plus besoin de venir. Votre regard, Charlotte. Non, mais la violence de l'attaque se focalise, en plus c'est toujours la même histoire, se focalise sur une personne pour oublier que l'ascension fulgurante et tous les gens qui se sont reconnus dans cette personne. Et c'est eux qu'on invisibilise aussi avec lui, et ça va mal finir en fait, à force. Dimitri, rapidement, non? Si, moi, ce que je peux dire, c'est que l'objectif, c'est de l'empêcher d'avancer, et c'est très classique, c'est-à-dire faire pression. On fait pression sur les gens qui l'accueillent, lui, et avec cette stratégie de nommer, de dire si ça se sait, la honte se portera sur vous. La honte se portera sur vous. Alors, Mathieu Bocoté, c'est votre édito. Qu'en est-il exactement de cet événement annulé 48 heures à l'avance devant là où Éric Zemmour devait s'exprimer à la Royal Institution à Londres? Alors, il devait faire une conférence, il devait s'exprimer. 48 heures d'avance, on apprend que l'événement est annulé. On ne comprend pas exactement pourquoi au début. Qu'est-ce qu'on apprend ensuite? Des pressions sont venues de la mouvance, l'équivalent d'Europe Écologie Les Verts, en Grande-Bretagne. Ils ont fait pression en disant c'est un discours haineux, c'est un discours inacceptable, ce n'est pas un discours qui est bienvenu ici, il faut l'interdire, il ne faut pas finalement qu'il soit accueilli à Londres. Et le maire de Londres, Sadiq Khan, qui est un travailliste, a eu comme politique, il y a de tels discours qui viennent heurter notre sens de la diversité, notre sens du pluralisme, notre sens d'une ville ouverte à tous. Donc, au nom de l'ouverture, de la diversité et du pluralisme, j'envoie le signal que je ne veux pas de Zemmour ici. Ce discours n'est pas accepté. Donc, c'est fascinant de voir comment il y a un retournement du pluralisme, c'est-à-dire le pluralisme, c'est la diversité infinie aujourd'hui des identités particulières, mais ce n'est pas le pluralisme des idées. C'est la diversité infinie des modes de vie, mais ce n'est plus la diversité des philosophies et des points de vue sur le monde. Donc, on voit là-dessus, disons-le d'une phrase simple, le régime au sens large voit émerger un ennemi, non plus un adversaire légitime dans son esprit, mais un ennemi, et le régime, dans ses 1000 manifestations, se mobilise pour l'expulser, pour le bannir, pour le chasser de la vie publique, pour réussir à l'anéantir avant qu'il n'émerge trop. Alors, qu'est-ce que cela nous dit sur le modèle de société porté par les écologistes? Ah ben oui, parce que ça vient d'aujourd'hui. C'est-à-dire les écolos, cette frange-là, nous dit que la censure est désormais légitime. C'est-à-dire que la censure est désormais acceptée. Pendant longtemps, tout le monde faisait semblant de s'opposer à la censure, au moins. Il y avait une forme de code moral qui disait que la censure, c'était globalement mauvais. Il y a un retournement du rapport à la censure qui est porté par cette nouvelle gauche assez radicale, disons-le, qui considère désormais que certains discours ne doivent pas être entendus dans la cité. Il faut les bannir. Et là, c'est la redécouverte du principe de l'ostracisme. L'ostracisme qui existe dans la cité grecque. Et qu'est-ce que c'est? Ça consiste à nous dire que certains citoyens sont à ce point toxiques pour la cité qu'il est légitime de les exclure, de les bannir, d'abolir les conditions qui leur permettent d'une manière ou de l'autre de s'y exprimer. On réinvente l'ostracisme, on réinvente le bannissement civique, on réinvente le paria, le proscrit, et de ce point de vue, c'est un véritable mécanisme on pourrait dire, d'annihilation civique du contradicteur. Mais ça nous vient de ces écolos qui, juste, je le redis parce que c'est important, théorisent la légitimité de la censure aujourd'hui. Voyons néanmoins que ça va beaucoup plus loin. Toute cette culture, vous savez, des procès à répétition qu'on voit parce que les gens disent des propos qui choquent les uns les autres, parce qu'ils font des constats désagréables, parce qu'ils nomment les choses pas exactement avec les mots autorisés par le régime, par le système. Les procès à répétition qui sont des procès politiques aujourd'hui, qui sont des procès idéologiques, qui servent à transformer en délit ou en crime des opinions qui ne cadrent pas avec l'idéologie dominante. Tous ces procès qui se multiplient
contribuent à la mise en place de cette culture de la censure de plus en plus violente et qui participent plus largement à ce qu'on appelle le processus de diabolisation. Ben justement, si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que la diabolisation fonctionne. Elle fonctionne même très bien. On le voit en ce moment. On verra le On résultat peut pas lutter électoral. contre, enfin, Mais sur le plan politique, dans les rapports sociaux, quelle est la fonction de la diabolisation? Il s'agit d'envoyer un signal clair. Lorsqu'on nomme une personne ou une idée, mais dans ce cas-là une personne, il faut susciter immédiatement un réflexe de dégoût. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte qu'il suffit d'entendre le mot Zemmour pour qu'immédiatement on dise « Oh, wesh, horrible, dégoûtant, détestable ». Et donc on veut provoquer ce réflexe de dégoût. Et plus encore, on doit provoquer un besoin social de marquer son dégoût. C'est-à-dire qu'autour d'une table, imaginez, vous êtes dans un dîner, dans un bon arrondissement, et là, quelqu'un dit du mal de Zemmour. Tous doivent rajouter aussi, tous doivent d'une manière ou de l'autre lancer leur caillou sur Zemmour. Tous doivent y aller de leur insulte, de leur injure. Pourquoi? Parce que celui qui déciderait de se taire sera donc, on le verra en lui, un suspect qui marquerait sa complicité par le silence. On peut même pas imaginer d'être favorable au personnage parce que ça consiste désormais à embrasser les proscrits. Donc il s'agit de créer Je suis d'accord avec vous sur le fait que même sans parler, on est complice. Ben oui, non, mais le silence, c'est une marque de complicité. Hein? Silence is violence, comme disent les anglo-saxons. Alors, le silence est violence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à travers ça? C'est qu'il s'agit de faire une série d'associations d'idées, d'étiquetage pour faire en sorte que dès qu'on dit Zemmour, tout de suite, eh bien, une série de formules, de slogans nous viennent à l'esprit pour savoir que c'est un monstre. J'en donne quelques exemples parce que c'en est fascinant. On a cherché à transformer, depuis un certain temps, Zemmour en pétainiste. Je ne peux m'empêcher de dire que c'est une sottise absolue. On ne trouvera jamais chez Éric Zemmour un éloge du maréchal Pétain. Heureusement d'ailleurs, soit dit en passant. On ne trouve pas d'admiration pour le maréchal Pétain chez lui. Mais on a répété cette formule si souvent qu'aujourd'hui, elle s'est substituée à la réalité. C'est-à-dire que ce que pense vraiment Zemmour, ce qu'il a écrit pendant 20 ans, ce qu'il a dit, tout ça n'existe plus. Une forme de double médiatique se crée. Donc il y a le Zemmour réel qu'on connaît, et il y a une espèce de double médiatique et monstrueux qui est créé. Donc c'est Zemmour le pétainiste. Et quoi qu'il même si lui-même se dit gaulliste, même s'il dit RPR, RPR, RPR 3 fois par jour au moins, même si de 1000 manières il se réclame de l'héritage du gaullisme, on a réussi à le transformer de manière artificielle et fausse et falsifiée en pétainiste. Mais la réalité n'existe plus. Zemmour, pétainiste. Pétainiste, Hitler. Zemmour, Hitler. Bon. Et là, il y a cette espèce de jeu d'association qui est créé. Dans le même esprit, on va nous dire quelquefois de manière assez étonnante qu'il est obsédé par Barrès et Maurras. Alors, deux écrivains, des penseurs politiques, on en pense ce qu'on veut, mais le fait est que c'est faux. Ils ne parlent pas toujours de Barrès et de Maurras. C'est factuellement inexact. Ce ne sont pas ces auteurs de référence. Mais le système médiatique, on va lire ça dans l'Obs, par exemple, on va dire, eh bien non, en fait, Zemmour, c'est son système de pensée, c'est celui-là. Le réel n'existe plus. Le réel n'est plus important. On crée le monstre à côté, cette fois-là par un jeu de référence. Légitime ou non. Autre exemple, et là ça devient particulièrement intéressant, c'est une nouvelle technique d'exécution publique, c'est ce que j'appelle, c'est vraiment par l'association. Voyons qui vous soutient et on en saura davantage sur vous. Donc là, le système médiatique est tout à fait doué pour ça. On va aller trouver une forme de néo-nazi planqué dans le Cantal. Là, on va planter sur lui des caméras, on va dire un néo-nazi du Cantal qui est favorable à Zemmour. Et là, désormais, ce qu'on va entendre publiquement, c'est Zemmour soutenu par le néo-nazi du Cantal. Et là, on va trouver un négationniste imbécile qui soutient Zemmour d'une manière ou de l'autre. On va dire, ah, Zemmour qui a donc le soutien des néo-nazis et des négationnistes. Et lorsqu'on va parler de lui régulièrement, on ne le définira que par les créatures étranges, bizarres, louches, malfaisantes qui peuvent tourner très, très loin dans la galaxie. On les ramène, on le définit désormais par ses appuis illégitimes. C'est qui ce on, pardon, hein, c'est qui ce on? Ce que j'appelle le régime, c'est-à-dire le système médiatique, l'idéologie dominante. Et dans les circonstances, on le traite comme un ennemi du régime. Et on pourrait donner quelques autres exemples, simplement le mot extrême droite. On répète si souvent polémiste d'extrême droite, polémiste d'extrême droite, polémiste d'extrême droite, que ça devient de manière presque naturelle de le qualifier. L'AFP le qualifie de polémiste d'extrême droite. Ça naturalise l'injure et l'insulte. Alors, à travers tout ça, la diabolisation fonctionne en un certain milieu. Pourquoi? Parce que dans les milieux sociaux qui se veulent évoluer et recommander, la simple mention de son nom n'est plus possible autrement que sous le signe du dégoût. 1 minute, dernière question. Diriez-vous que tout cela est anti-démocratique? Mais radicalement. Radicalement. La démocratie, ça consiste à accepter la pluralité des points de vue, la pluralité des philosophies qui débattent, qui cohabitent, qui s'entrechoquent, mais qui s'acceptent légitimement. La démocratie change de sens. Ben voilà, aujourd'hui, c'est au nom d'une conception falsifiée, inversée, dénaturée de la démocratie qu'on veut combattre ceux qui veulent faire vivre la démocratie
au nom de la diversité des points de vue. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on veut annuler lorsqu'il y a des événements, qu'on décide de le chasser des salles qu'il avait déjà louées, qu'on cherche véritablement à le transformer en proscrit, en paria, je le redis, qu'on n'accepte pas le débat. Et même non, c'est l'ultime marque des lâches qui cherchent à faire passer ça pour du courage. Je ne débattrai pas avec Zemmour, disent-ils. Ils savent très bien que s'ils débattaient contre lui, globalement, il serait nucléarisé. Mais ils prétendent marquer comme une forme de